à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tout ce que j'ai lu au mois de juin, et j'ai lu pas mal. Je vais vous présenter tout ça, je pense que je vais aller assez vite parce qu'en fait j'ai lu des choses assez hétérogène au niveau de... Non, c'est pas du tout ça que je cherche comme mot. Donc j'ai lu des choses qui m'ont beaucoup plu et sur lesquelles je voudrais m'attarder un petit peu. J'ai aussi fait pas mal de lectures, pas sans intérêt, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc pour celle-ci je vais essayer d'aller assez vite. On va commencer par les lectures que j'ai faites au tout début du mois quand j'étais chez ma maman, donc que j'ai faites sur ma liseuse, que donc je n'ai pas en format papier. J'ai lu le tome 3 de la saga de Romantasy de Jennifer L. Armentrout. Voilà, c'est une saga de Romantasy qui est assez efficace, qui est d'ailleurs la seule saga de Romantasy que je lis, puisque c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien plonger sur ce genre de lectures qui sont quand même très divertissantes. Mais d'ailleurs ce que j'aime particulièrement dans cette saga là, c'est pas que concentré sur l'histoire d'amour entre les personnages. D'ailleurs les personnages, je trouve pas qu'ils aient une alchimie incroyable, je dois le dire. D'ailleurs dans le premier tome, la manière dont leur relation se construit, leur relation amoureuse, est hyper toxique, enfin vraiment il y a rien qui va. Au deuxième tome ça bascule un petit peu, on revient sur quelque chose de plus sain, et dans le troisième tome c'est plus équilibré, mais de manière générale je pense vraiment que le personnage principal féminin n'est pas avec le bon personnage masculin. Il y a un autre personnage masculin dans cette saga qui est vraiment trop cool, que j'aime énormément, et j'aimerais vraiment que ça switch à un moment. Mais bref, pour ceux qui connaissent la saga vous savez de quoi je veux parler, et pour les autres bah tant pis. Et oui, ce que je disais donc, c'est que ce que j'aime quand même dans cette saga, c'est que en dehors du fait que ça se lit bien, que c'est agréable, voilà, que ça parle d'amour, donc de temps en temps ça fait du bien, il y a une vraie histoire de fantasy de fond que j'aime assez bien, avec une mythologie qu'on apprend à découvrir de plus en plus, avec des divinités, des gens qui ont des pouvoirs. Il y a une espèce de truc sur des vampires, mais qui sont pas vraiment des vampires, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Il y a toute une histoire de fantasy en fait qui se met en place et que j'aime beaucoup et que je trouve très agréable à suivre. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 3. J'ai trouvé que la première partie était assez longue, mais dans la deuxième partie on a beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations, même si je trouve que l'autrice se prend vraiment la tête sur les histoires de dieux, de demi-dieux, d'hérédité. Enfin, elle est allée trop loin, ça aurait pu être beaucoup plus simplifié, mais pourquoi pas, ça reste agréable à lire. Et voilà pour cette lecture. Alors une lecture qui m'a beaucoup déçue, c'est la nouvelle novella de Ballard qui s'appelle Vigilance, qui est rééditée. Un truc assez vieux, puisque Ballard c'était un auteur classique d'il y a déjà quelques années, mais qui est pas mal tombé dans l'oubli, qui a fait notamment beaucoup de choses sur des post-apo écologiques que j'aimerais beaucoup lire. C'est une nouvelle qui s'appelle Vigilance et qui est censée être une espèce de SF thriller. Je sais pas trop ce que c'est censé être, mais en tous les cas il y avait absolument pas de SF de mon point de vue. On va suivre un psychiatre qui est chargé d'étudier un massacre qui a eu lieu dans une villa, enfin dans un... pas une villa mais un... comment ça s'appelle ces trucs ? Une résidence? Non, un lotissement. Un lotissement particulier, puisque c'était un lotissement pour personnes très riches, avec beaucoup de mesures de sécurité pour les protéger, des caméras de vidéosurveillance, tout un tas de trucs. Et en fait il y a eu un massacre dans ce lotissement, puisque tous les parents ont été assassinés et tous les enfants ont été kidnappés. Et en fait on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas comment, pourquoi, d'autant plus qu'il y avait tellement de mesures de sécurité. Donc on se demande comment les tueurs, les kidnappeurs ont fait pour commettre tout ça. Et en fait on va suivre ce psychiatre qui va aller étudier ce qui s'est passé dans ce lotissement. Il va étudier la vie de ces familles, de ces couples avec leurs enfants, et on va démêler un petit peu l'histoire de qui a fait quoi, comment, pourquoi, machin, tout ça. Très décevant, puisque je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... C'est-à-dire que l'idée de fond de la nouvelle est très intéressante et pose des vraies questions de... Bon, je peux pas vous dire puisque sinon je vous spoil l'intégralité du truc, mais qui je trouve ne sont pas du tout creusées. Finalement, à partir du moment où on comprend qui est à l'origine de tout ça, bah c'est très bateau, on s'y attend, il n'y a plus aucune surprise, et en plus on se doute assez vite de ce qui s'est passé, ce qui fait que globalement c'était décevant. Juste une bonne idée, mais finalement pas forcément une nouvelle très intéressante à lire. Donc voilà, ça c'était une déception, mais ça m'empêchera pas d'aller lire les autres romans de l'auteur, puisque je m'intéresse beaucoup à ces post-apo écologiques. Ensuite j'ai lu La Vague Montante de Marion Zimmer Bradley, qui est une novella là encore qui va parler d'utopie et qui était vraiment très intéressante. J'invite à faire très attention avec Marion Zimmer Bradley et à aller regarder la fiche Wikipédia qui la concerne, puisque c'est une femme qui a commis des crimes terribles durant sa vie. Elle est décédée maintenant, mais bon, toujours est-il que ça peut être intéressant de ne pas acheter ses livres. Enfin bon bref, je vous laisse aller voir. C'est une novella qui je voulais lire, puisque c'est une novella qui va mettre en scène une utopie. Ce qui s'est passé, c'est que des années auparavant on a envoyé des missions spatiales pour aller se coloniser une autre planète, et ces gens qui ont fondé une nouvelle société sur cette planète ont décidé, puisque c'était les accords de leur mission, de revenir sur Terre pour leur faire part de toutes les connaissances scientifiques qu'ils ont pu acquérir pendant
pendant voilà, ce long voyage qui a été le leur et celui de leurs parents. Et donc on va suivre cet équipage qui est en chemin pour retourner sur Terre et pour leur raconter tout ce qu'ils ont vécu. Ils s'attendent en arrivant sur Terre à découvrir une société avec énormément de technologie, avec voilà, qui a eu un bond scientifique, qui a eu énormément de progrès scientifique. Mais quand ils vont arriver sur Terre, ils vont très vite déchanter, puisque ça va être extrêmement différent de ce qu'ils avaient imaginé. Et il s'est passé énormément de choses, mais pas dans le sens qu'ils avaient espéré, enfin dans qu'ils avaient anticipé. Il n'y a pas eu d'évolution scientifique, au contraire on a eu plutôt une régression scientifique, puisque je vais pas vous dire pourquoi, d'ailleurs je me souviens plus exactement de pourquoi. Et la société a énormément changé et s'est transformée en une espèce d'utopie, de lien social, enfin une sorte d'utopie où les gens sont libres, peuvent faire le métier qu'ils veulent, peuvent bouger, se déplacer où ils veulent. Et bref, du coup nos personnages qui viennent de cette colonie spatiale vont arriver sur Terre, vont faire face à tous les changements, toutes les choses qui se sont passées. Et ça va questionner énormément la question du progrès scientifique, et est-ce que le progrès scientifique va forcément avec le progrès social, et là ça va être vraiment le cœur et toutes les problématiques de la novella. C'était très intéressant, il y avait des choses qui étaient vraiment bien faites, mais je dois dire que la fin de la novella m'a un petit peu déstabilisée, puisque alors je comprends, du coup surtout j'en ai parlé avec un ami qui le lisait, parce qu'on l'a lu ensemble, mais ça me dérange. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a des contradictions entre la fin du roman et le corps du roman. En fait tout le corps de la nouvelle nous expose des arguments pour dire oui voilà, le progrès scientifique ça doit pas être une fin en soi, ce qu'on doit privilégier c'est le bonheur des populations, et ça je suis tout à fait d'accord, mais en fait on avance des arguments anti-progrès scientifique, presque même anti-scientiste tout le long de la novella, qui sont je trouve assez pertinents dans une certaine mesure. Et en fait à la fin on découvre qu'en fait non, c'est totalement autre chose, totalement un autre argument, et j'ai presque l'impression que ça invalide tout ce qui a été dit avant dans la novella. Je sais pas, il y a quelque chose là-dessus qui me gêne un petit peu, mais toujours est-il que les problématiques sont très intéressantes, même si il y a une énorme dose de sexisme dans cette novella. À nouveau assez intéressant, même si je sais pas si c'était fait exprès par l'autrice ou pas. En fait j'arrive pas à savoir dans quelle mesure ce sexisme est volontaire de la part de l'autrice et sert un propos, ou est-ce que c'est totalement malgré l'autrice et l'autrice était vraiment très sexiste, j'en sais rien. Enfin vraiment il y a une zone d'ombre là-dessus. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? Mon territoire de Tess Sharp, qui est un roman dans lequel on va suivre une jeune femme qui a été éduquée par un père qui est mafieux, qui a vraiment la main mise sur la mafia locale, et ils font du trafic de drogue, et qui est en fait l'héritière de son père, qui a donc tout un tas de responsabilités dans ce trafic de drogue, et qui elle va décider, en fait elle va faire une espèce de coup d'état pour renverser le régime mafieux en place et pour le remplacer par quelque chose avec d'autres valeurs, des valeurs qui sont les siennes, notamment des valeurs de sororité. Et en fait on va suivre cette période assez courte durant laquelle il va se passer énormément de choses. Elle va, on va la suivre, mettre son plan à exécution, renverser le pouvoir, prendre la tête du réseau mafieux et changer les choses. Et c'était assez prenant je dois dire. Alors c'est pas du tout le genre de roman qui me passionne de base, et d'ailleurs j'ai été assez surprise. Je pensais qu'on se situerait dans un cadre beaucoup plus urbain, et en fait on se situe genre je ne sais plus quelle campagne des États-Unis, donc on a quelque chose de très différent. C'est pas du tout l'ambiance à laquelle je m'attendais, mais c'était sympa. J'ai bien aimé notamment le rapport à la nature, et j'ai surtout été très surprise par toute cette dimension sororité qui est portée par le roman. Alors ensuite j'ai lu Ecotopia de Ernest Callenbach, mais quand je dis que je l'ai lu, en fait je me suis arrêtée à la moitié, non un petit peu plus de la moitié, je l'ai abandonné. Un livre dont je vous ai déjà parlé, j'avais très envie de le lire puisque c'est un roman qui présente une utopie écologique. Il est sorti en 1975 si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais lu ça quelque part. Et en fait le concept c'est que certains états des États-Unis ont fait sécession et ont décidé donc de se séparer des États-Unis, de devenir un pays indépendant et d'orienter toute leur politique sur l'écologie, puisqu'ils ont comme principe fondateur le concept d'équilibre, qui consiste en gros à ne pas prendre plus à la nature que ce qu'on lui donne directement en échange. Ils ont toute une politique écologique, et en fait on va suivre un journaliste des États-Unis qui va être le premier depuis très longtemps à pouvoir entrer dans ce pays, qui va découvrir les mœurs et les habitudes de ses habitants, qui va découvrir leurs valeurs, qui va découvrir énormément de choses, puisque évidemment il y avait assez peu de choses qui avaient filtré sur les habitudes des écotopiens. On va donc écrire des articles sur plein de sujets pour les envoyer aux États-Unis. Et en fait dans la narration on a à la fois les articles qu'écrit ce journaliste et son journal de bord, ce journal intime qui va raconter de manière plus intime ce qu'il vit et ce qu'il découvre en écotopie. Notamment il va rencontrer une femme, il va se faire des amis, ce genre de choses. Mais j'ai trouvé que autant il y avait un contenu qui était très intéressant sur l'utopie, sur l'écologie, il y avait énormément de contenu et énormément d'idées, mais il n'y avait aucun intérêt narratif. Le personnage est parfaitement antipathique, il n'y a aucun rythme, aucun enjeu personnel vraiment. Enfin en tout cas je suis allée jusqu'à la moitié et j'ai rien trouvé de vraiment très intéressant. C'est très dommage parce qu'on a tout ce contenu qui est intéressant, mais comme il est absolument pas articulé
autour d'enjeux personnels, autour d'enjeux narratifs, autour bah voilà du personnage et de choses qui vont faire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe et à tout ça. Bah en fait le contenu me rentrait par une oreille et me sortait par l'autre, puisque c'était vraiment un exposé d'idées, un exposé de faits sur cette société écologique, sur l'écologie, sur l'économie, parfois même un petit peu, bon pas pointu puisque c'est une fiction, mais quand même ça allait assez loin dans les raisonnements. Et bah c'était certainement très intéressant, mais j'avais aucun intérêt pour ce que je lisais. Et globalement j'en retiens pas grand chose de cette lecture, que je n'ai d'ailleurs pas fini, je crois que je vous l'ai déjà dit. On va découvrir l'histoire d'une femme qui a été une actrice extrêmement connue, qui a travaillé à Hollywood et qui est vraiment la plus grande star de cinéma qui ait jamais foulé cette terre. Bon c'est un personnage fictif qui va décider, pour des raisons qu'on ignore totalement au début du roman, de raconter sa vie à une journaliste qui est donc chargée de recueillir bah, tous les éléments, tout le récit de sa vie. J'espère que j'avais pensé à faire le focus sur la première partie de la vidéo, si c'est pas le cas je suis désolée. Qui est donc chargée de recueillir ce récit pour en faire une biographie. On va découvrir tout ce qui s'est passé dans la vie de cette femme qui est assez mystérieuse. On sait assez peu de choses sur sa vie privée, c'est vraiment une star mondialement connue, mais il y a beaucoup de mystères qui entourent sa vie privée, notamment puisqu'elle a eu 7 maris et que on ne sait pas trop ce qui s'est passé finalement entre elle et ses maris, pourquoi elle a eu autant de maris. À suivre depuis son adolescence, quand elle a des rêves de grandeur, qu'elle rêve de quitter son quartier. On va donc rencontrer son premier mari et ainsi que les suivants, et on va comprendre en suivant le fil de sa vie qui était Evelyn Hugo. Et notamment on va découvrir le secret de son existence, qui est l'identité de la personne qu'elle a vraiment aimée, le véritable amour de la vie d'Evelyn Hugo. Et on va suivre voilà cette histoire d'amour, mais avec ses maris, avec surtout cette carrière d'actrice hollywoodienne, puisque sa carrière est très importante pour elle. Et d'ailleurs c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction du personnage, qui est un personnage très intéressant mais qui est pas du tout lisse, qui est au contraire très contrasté, puisque c'est un personnage auquel on s'attache, mais qui est un personnage très ambitieux, qui est capable d'être assez froide, d'être distante, d'être cruelle, de faire des choses vraiment très discutables pour sa carrière. Et il y a tout un propos sur ce que renvoie une personnalité publique, sur son image publique et sur les choses qu'elle garde pour elle, sur la vérité de son identité finalement. Et j'ai trouvé que c'était assez bien fait, que c'était très touchant aussi, puisque la vie d'Evelyn Hugo a été marquée par beaucoup de choses dramatiques, et c'est aussi une histoire d'amour, donc c'était très touchant de voir ces deux personnages, même si là encore ce que j'ai aimé c'est que les deux personnages n'est pas une histoire d'amour vraiment pure, c'est vraiment une histoire d'amour avec des vacheries, avec des choses qui sont méchantes. Un personnage au début du roman qui est très mystérieux, et plus on apprend à le connaître et plus on va comprendre que sa personnalité est vraiment complexe et vraiment multiple, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. C'est un personnage qui a eu des très belles histoires d'amour, des très belles histoires d'amitié, mais aussi une part, je vais pas dire maléfique, j'ai envie de dire une part d'ombre, mais c'est un petit peu mélodramatique, mais une part quand même beaucoup plus sombre, avec un côté de sa personnalité qui est très calculateur, très manipulateur. Franchement c'était une bonne lecture, j'ai passé un très bon moment, mais j'avoue que je comprends pas non plus l'énorme hype qu'il y a autour de ce roman, puisque je crois que c'est un des romans phénomène TikTok. C'était sympa, j'ai surtout beaucoup aimé le fait qu'il y ait de la représentation LGBT, ce qui est d'ailleurs un thème assez central du roman, mais c'est pas non plus un livre à se taper les fesses par terre. Mais voilà, franchement j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Et ensuite qu'est-ce que j'ai lu? J'ai enchaîné les tomes de cette saga de fantasy, puisque vraiment c'est un coup de cœur, un de mes plus gros coups de cœur de l'année. J'ai donc lu le tome 3 du cycle de Sif de Patrick Dudney et j'ai vraiment adoré ce tome 3. J'ai eu un petit coup de mou avec le tome 2 que j'ai trouvé un petit peu plus long. Le tome 1 c'est un coup de cœur, c'était vraiment, il se passait, alors c'est très long, c'est quand même des pavés, et c'est vrai qu'à la fois il se passe beaucoup de choses et en même temps il y a beaucoup de passages contemplatifs, la nature, l'errance du personnage. Il est pas content, il est en colère, il est triste, enfin bon bref, on a beaucoup de passages très introspectifs et beaucoup de contemplation de la nature aussi. Mais dans le tome 1 il y avait quand même beaucoup d'événements, le personnage bouge beaucoup, il traverse plusieurs types de sociétés et tout, enfin bref c'était très bien. Le tome 2 est plus lent et il se passe moins de choses, et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de mou sur ce tome 2, mais alors le tome 3 j'ai adoré. Voilà, j'ai retrouvé le coup de cœur du premier tome, j'ai adoré suivre le personnage qui dans ce tome 3 il a grandi déjà par rapport au tome 1, sa personnalité s'affirme, on découvre la complexité de sa personnalité, avec notamment dans ce tome 3 un personnage qui est un petit peu pas tête à claque, mais qui n'a pas froid aux yeux, et on se dit quand est-ce que tout ça va lui retomber dessus, parce que forcément il prend des risques, et on se dit il joue avec le feu quand même. Dans ce tome 3 le personnage joue vraiment avec le feu, il est dans une situation assez avantageuse et il pourrait tout perdre à tout moment, mais il continue à tirer sur la corde, et c'est assez intéressant comme personnage, c'est assez intéressant au niveau narratif aussi, puisqu'on dit ok, au vu de ce qui s'est passé dans les premiers tomes, on sait que c'est un personnage qui est destiné à vivre des drames en permanence, donc on sait qu'à un moment ça va
va se casser la gueule, on sait que ce moment un petit peu d'accalmie dans sa vie où il arrive à se poser, on sait que, enfin on devine en tout cas qu'à un moment ça va s'effondrer, qu'il va se passer un truc. On a vraiment du coup cette tension dans la lecture. Moi j'ai beaucoup aimé notamment les choses qui se mettent en place dans ce tome 3, je vous ai dit le personnage va se poser un petit peu, on a des personnages secondaires qui sont très intéressants, j'ai beaucoup aimé les relations qui se nouent entre notre personnage et bah voilà les personnages secondaires, à la fois ceux qui vont travailler avec lui mais aussi ceux auxquels il va ne pas prêter allégeance justement, enfin je peux pas rentrer dans le détail. Un tome 3 très sympathique et notamment la deuxième partie est hyper prenante puisqu'il se passe beaucoup de choses et on a des révélations à la toute fin qui sont très chouettes et qui me donnent qu'une envie, c'est me jeter sur le tome 4. Vraiment j'aurais eu le tome 4 sous la main, je me serais ruée dessus mais le tome 4 n'est pas prêt d'être publié je crois, mais voilà vraiment une excellente lecture. J'aime énormément cette saga, je vous en ai déjà parlé, je ne peux que vous encourager à la lire. Je pense que je vous en parlerai davantage cet automne puisque ce sera le Cocorico Challenge et ce sera donc l'occasion de revenir un petit peu sur cette lecture. Alors un autre roman que j'ai vraiment adoré et qui était une lecture très particulière, c'est 3 battements, un silence de Anne Fakhouri aux éditions Argile, que j'avais acheté sur le stand de la maison d'édition au festival Ouest Hurlant. L'autrice malheureusement est décédée tout récemment, c'est un livre qui est paru de manière posthume, c'est-à-dire qu'elle était déjà décédée quand le livre est paru mais elle a quand même fait une énorme partie du travail éditorial avec l'éditeur il me semble. C'est des conditions de lecture notamment puisqu'on va beaucoup parler de la famille et de parentalité qui font qu'il y a toute une ambiance particulière autour de ce livre, c'est quelque chose de particulièrement émouvant voilà, de savoir que cette femme qui était d'ailleurs mère, son dernier livre parle autant de parentalité et d'amour filial, c'était particulièrement touchant et c'était une lecture voilà qui m'a totalement transportée puisqu'il y a un charme incroyable dans cette lecture, il y a une plume, il y a une magie, il y a un côté onirique que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Vraiment j'ai commencé ce livre et je suis tombée dans un autre univers, j'ai été totalement emportée par l'univers de l'autrice. Dans cette histoire on va suivre un homme qui est le dernier survivant de sa famille et qui s'est échappé de l'univers des fées puisqu'en fait on est donc dans un univers où il y a des fées, des failles et en fait dans sa famille ils ont la particularité d'être les descendants de je ne sais plus quelle fée, je crois que c'est Mélissande. Ce sont les seuls au monde à être à la fois humains mais aussi à être à la fois faées et ça leur confère des espèces de pouvoirs, une espèce d'affinité avec le monde des fées. Lui notamment quand il était enfant il a été envoyé dans une espèce d'école où il y a d'autres gens comme lui, des gens qui ont cette capacité à sentir, à pressentir le monde des fées et où il a été formé pour devenir danseur qui est une espèce de métier, de fonction où en gros tu danses. Il y a tout un truc sur la danse, sur la musicalité, sur le rythme et les danseurs ce sont aussi des guerriers qui doivent garder les frontières entre le monde des humains et le monde des fées et quand il était apprenti danseur il lui arrivait des choses assez étranges, notamment il est tombé amoureux et il a eu un enfant sauf que cet enfant était particulier donc l'enfant a été capturé par les fées et on va justement retrouver notre personnage. Il a quitté tout cet univers des fées puisque c'était trop dangereux et il est retourné dans la ferme de son enfance et en fait on va le retrouver au moment où son enfant va lui être rendu, sauf que il y a tout un truc magique autour de cet enfant et s'il veut le sauver il va falloir qu'il retourne dans le monde des fées, il va falloir qu'il perce un petit peu la malédiction qu'il y a sur sa lignée puisqu'il y a voilà, il y a des choses très étranges sur sa famille. Un conte pour adultes qui est très beau, très poétique mais aussi très sombre et parfois très cruel puisque voilà l'univers des fées, on n'est pas sur les petites fées gentilles du type clochette etc, on est vraiment sur le côté cruel des faées, sur ce côté très étranger de la figure de la faée qui sont vraiment dans un autre univers. En fait il y a tout cet univers qui est très particulier, on comprend pas toujours tout ce qui se passe d'ailleurs, c'est à dire qu'il y a des moments il y a cette espèce de magie, enfin vous voyez il y a cet univers des fées qui intervient et on comprend pas forcément ce qui se passe, on comprend pas forcément le tenant et les aboutissants de cette magie mais on est vraiment emporté dans cet univers. Je dois dire quand même que j'ai préféré la première partie du roman puisque dans la deuxième partie on part vraiment dans le délire de l'autrice, on est vraiment sur plein de choses féeriques, très oniriques et c'est pas toujours très facile à suivre et voilà parfois on comprend pas vraiment ce qui se passe et j'ai trouvé que voilà la première partie était plus premier degré finalement. Et aussi c'est très rare que je fasse ça mais j'ai pris beaucoup de passages en photo puisqu'il y avait vraiment des passages où on était presque sur de la poésie en prose. Alors moi je suis pas d'habitude très fan de voilà quand c'est très onirique, quand c'est très poétique, j'aime bien qu'il se passe une histoire, qu'on comprenne les péripéties, qu'on comprenne les événements mais j'ai été charmée, voilà je suis totalement tombée sous le charme, j'ai adoré l'univers et j'ai été emportée par la plume de l'autrice, ce qui fait que même si je comprenais pas tout, même si parfois ça partait dans un délire qui était peut-être un petit peu trop poussé pour moi, j'ai quand même adoré ma lecture et il y a vraiment des passages qui sont très très beaux, il y a plein d'histoires à l'intérieur de l'histoire, il y a plein de métaphores, il y a plein d'allégories, il y a plein de très belles choses. Enfin voilà un conte pour adultes avec une plume incroyable et un univers
très original, enfin vraiment cette manière de voir le monde des faées. C'était la première fois que je lisais quelque chose comme ça et j'ai énormément aimé. Voilà, c'est vraiment la pire chronique que j'ai faite sur un roman parce que j'ai vraiment l'impression de tourner en rond, mais globalement c'était une excellente lecture, j'ai adoré, on est vraiment, on frôle le coup de cœur. J'ai lu un tome 2 qui était un petit peu décevant, j'ai lu le tome 2 du Monde des Premiers de Lucie Thomasson qui m'a été envoyé par les éditions Nemo sans service de presse. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé assez original, enfin à la fois très classique, à la fois assez classique dans la construction et dans les éléments de son intrigue. On était sur quelque chose voilà, de young adulte mais de un petit peu déjà vu, mais il y avait une manière de faire de l'autrice que j'avais trouvé, ramener une originalité, il y avait une tonalité particulière, enfin bref, j'avais beaucoup aimé ce tome 1 qui m'avait fait penser à une espèce de... comment ça s'appelle, La Passe Miroir de Christelle Dabos, mais en différent. Mais j'avais j'avais trouvé qu'il y avait des échos quand même. En fait il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que l'autrice prend vraiment des partis pris dans sa narration, que ce soit sur les personnages ou sur la manière dont elle va faire évoluer son intrigue, que je trouve super intéressant, assez osé, puisque c'est vraiment à contre-courant je trouve de ce qu'on voit d'habitude, mais j'ai trouvé que là ça marchait pas forcément. Tome 1, on va suivre des adolescents, des jeunes adultes qui ont terminé l'école de domestique et qui vont donc aller travailler dans des familles très puissantes, qui sont des familles qui ont chaque famille a des pouvoirs magiques spéciaux. Et les personnages, notamment un des personnages va découvrir qu'il y a des complots politiques, qu'il y a des secrets, notamment un secret qui entoure sa propre naissance, et on va découvrir qu'il y a des méchants, des meurtres, voilà, bref, des intrigues politiques. Et dans le tome 2 on attend que voilà, cette histoire de méchants soit réglée. On part sur une espèce d'histoire de vengeance, sauf qu'en fait on va... comment dire sans spoiler, j'ai trouvé que la manière dont on résolvait l'intrigue était un petit peu trop sans rebondissement finalement. Je m'attendais à plus de tension autour de cette résolution et finalement j'ai trouvé que la résolution était assez linéaire, puisque le choix que fait l'autrice de la manière dont les méchants vont être punis est assez étonnant, mais j'ai pas trouvé du coup que c'était très convaincant au niveau de la tension narrative. Enfin je peux pas vous dire, mais voilà, de manière générale j'ai trouvé ce tome en dessous du premier. Je m'attendais à quelque chose de plus dramatique, de plus poussé, de plus explosif, et finalement j'ai trouvé que c'était un petit peu plat comme lecture. Vraiment un truc qui m'a pas trop convaincu, c'est que dans le premier tome on a un de nos personnages qui se retrouve dans une situation extrêmement fâcheuse, et dans le deuxième tome finalement cette situation fâcheuse est totalement effacée. On arrive dans le deuxième tome et on fait ah en fait t'inquiète, on sait que c'était pas ta faute machin, allez voilà, c'est ça, c'est fini. Voilà, cet enjeu là est bouclé comme ça, et j'ai trouvé que c'était quand même assez perturbant, et j'ai trouvé dommage d'ailleurs que ce personnage là soit si peu exploité dans le deuxième tome alors qu'il avait un arc narratif plutôt cool dans le premier tome. Donc en fait on se concentre beaucoup plus sur une seule intrigue dans le deuxième tome, et c'est en plus une intrigue qui est liée à un personnage que j'aime pas trop, qui part un peu en vrille et qui est franchement pas hyper aimable, et il y a toute une espèce de rivalité qui se met en place entre elle et un autre personnage. J'ai pas aimé la personnalité de notre personnage principal en fait dans ce tome là. J'ai trouvé que l'autre était plus intéressante, mais enfin je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée sur cette espèce de fausse rivalité entre les personnages. Donc voilà pour ce tome 2 que j'ai moins aimé que le tome 1, que j'ai trouvé un petit peu décevant, mais ça reste une lecture assez agréable, ça reste une biologie young adulte assez originale, assez sympa, et qui change quand même assez agréablement de ce qu'on lit d'habitude dans young adulte. Donc pour ça c'était sympa. Donc voilà pour cette lecture. Alors on continue avec un tome 2 d'une lecture là encore young adulte, mais que cette fois j'ai beaucoup plus aimé. Il s'agit de La Cité des Songes de Georgia Caldera, donc le tome 2, Un trône de poussière, qui fait suite au premier tome dont j'ai oublié le nom finalement, enfin bon bref, tome 2 qui fait suite au premier tome. Jusqu'ici rien d'exceptionnel, j'ai beaucoup aimé cette lecture, vraiment j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 qui est vraiment une lecture hyper plaisante, hyper agréable. J'adore plonger dans les univers de Georgia Caldera, puisqu'elle a toujours une originalité dans ces univers là. C'est des univers de fantasy, et en fait oh est-ce que je vous raconte tout? Oh j'ai un petit peu la flamme, mais je me dis oui quand même, ce serait bien que je le fasse. On est dans un univers de fantasy où il y a plusieurs peuples qui sont chacun réfugiés dans des espèces de grandes constructions, de grandes tours dont on ne sait pas exactement qui a construit ces tours, quand, comment et pourquoi. Est-il que ces tours ce sont les seuls bâtiments qui ne sont pas effondrés dans cet univers, puisqu'on est sur un univers un petit peu dans une ambiance apocalyptique, avec des failles qui s'ouvrent très régulièrement dans la terre, des dragons qui en jaillissent et qui vont attaquer les peuples. Il y a notamment un immense dragon
dont j'ai oublié, le destructeur de monde. Il y a aussi de la magie puisqu'il y a des femmes qui sont des sorcières, des thaumaturges qui ont la capacité de manipuler des éléments naturels. Et notre personnage principal est justement une de ces thaumaturges. Elle vit au royaume du printemps, c'est une magicienne assez puissante. Elle vit sa vie jusqu'au moment où on va lui confier une mission très particulière, c'est-à-dire qu'elle va devoir prendre la place de la princesse qui devait se marier à l'héritier du royaume du givre, mais la princesse a disparu et il faut que quelqu'un la remplace à tout prix, puisque sinon les accords commerciaux qui ont été conclus entre les deux royaumes seront caduques. Et en fait le royaume du printemps a absolument besoin des guerriers du royaume du givre, puisqu'en fait en plus de toutes les failles sismiques qui s'ouvrent, des attaques de dragons, il y a un royaume qui est en train de se révolter, le royaume des damnés, qui est en train de voilà, d'attaquer les autres royaumes. Et donc le royaume du printemps a absolument besoin des guerriers du royaume du givre. La principale va être envoyée au royaume du givre pour épouser un homme qu'elle ne connaît absolument pas, auquel elle n'était pas destinée, et elle va devoir voilà prendre l'identité d'une autre. Et évidemment les difficultés ne s'arrêtent pas là, puisque le prince héritier auquel elle va être mariée est un personnage absolument exécrable, très mystérieux. On sent qu'il n'a pas eu une vie facile, le pauvre bichon, mais ça n'excuse pas son comportement franchement extrêmement limite à plein de moments. Mais bref, évidemment on se doute que va y avoir une relation qui va se créer entre les deux, qui va alterner entre confiance, méfiance, avec une ébauche de sentiments amoureux. Jusqu'ici on est sur un trope assez classique du young adulte, et je dois dire que même si c'est assez cliché, ça marche quand même très très bien, puisque tout simplement Georgia Caldera l'écrit de manière assez convaincante, avec un univers qui a beaucoup de points d'originalité. Bon bref, en vrai je me suis un petit peu étalée, mais tout ça pour dire que c'est une duologie de young adulte que je trouve très efficace, très divertissante, avec plein de messages de sororité, notamment le personnage qui est notre personnage d'Auréa, qui est amené à prendre des décisions très difficiles. On a beaucoup d'ambiguïté sur la question du pouvoir et des responsabilités face au pouvoir. Mais ce que j'ai aimé avec cette duologie, c'est que même si l'intrigue se développe de manière, bon voilà, avec des choses quand même assez attendues, j'adore l'imaginaire de l'autrice, j'adore voilà, qu'il y ait toute cette magie, tous ces dragons, qu'il y ait ces failles, enfin c'est vraiment un univers qui est porté par beaucoup d'imagination et que je trouve super immersif. Les dragons, et c'est très cool, mais je pense quand même que la relation humain-dragon aurait pu être un petit peu plus approfondie. En fait, de manière générale, je pense que ça aurait été très cool en trilogie cette saga. Je trouve que dans le tome 2 il y a des choses qui évoluent quand même très vite, et je pense que ça aurait pu être cool d'avoir une intrigue plus développée, mais qui soit du coup développée en 2 tomes, je sais pas. En fait je pense que l'idée c'est que j'ai absolument adoré, j'aurais eu un énorme coup de cœur pour cette duologie si ça avait été une trilogie et pas young adulte mais adulte, c'est-à-dire que les sujets abordés par l'autrice auraient été développés de manière un petit peu plus, voilà, un petit peu plus pointue, plus adulte finalement. Mais comme c'est du young adulte, forcément il y a des choses qui sont simplifiées pour le public, et notamment la question de la violence aurait gagné je pense à être approfondie, mais là encore c'est pour un public young adulte. D'ailleurs si vous avez des ados dans votre entourage, n'hésitez pas à leur offrir cette duologie de Georgia Caldera, parce que je pense qu'ils risquent d'adorer, notamment si ce sont des amateurs ou amatrices de romantasy. Je vais assez vite, j'espère que vous m'en voulez pas, les chroniques sont pas hyper approfondies, mais je sais pas, j'avais envie de faire ce format là cette fois là. Alors, ensuite ma meilleure lecture du mois de juin, il s'agit de Soroland de River Solomon, que j'ai vraiment adoré. Mais quel livre, quelle lecture, vraiment cette auteurice est absolument incroyable. J'aime énormément son imagination, j'aime énormément son engagement. Et en fait on va suivre une jeune femme, même une adolescente, puisque je crois qu'elle doit avoir 16-17 ans au moment où elle s'échappe, qui est enceinte et qui va décider de quitter cette secte religieuse. Donc elle va s'enfuir dans la forêt et mettre au monde ses 2 enfants, ses jumeaux, et elle va les élever comme ça dans la forêt cachée, de manière un petit peu rudimentaire. Et ça devient un petit peu étrange, puisque dans la forêt il se passe des choses justement très étranges. Notre personnage a des espèces de visions, d'hallucinations. Elle n'arrive pas d'ailleurs à savoir si ce sont des hallucinations ou si c'est la réalité, mais toujours est-il qu'elle se sent en danger dans la forêt. Il y a quelque chose qui la guette, elle et ses enfants, quelque chose qui leur veut du mal. Elle retrouve régulièrement des traces d'espèces de sacrifices pour leur faire peur. Elle va aussi sentir son corps se transformer. Très clairement on va découvrir qu'il y a un mystère, quelque chose de pas net qui entoure notre personnage principal et qu'il y a lieu aussi dans la forêt, ce qui d'ailleurs va la forcer à quitter la forêt, et ça va être le début d'une nouvelle aventure, cette fois dans le monde moderne. Mais il va falloir qu'elle trouve des alliés, qu'elle choisisse ses alliés et qu'elle décide si elle peut leur faire confiance ou pas. Elle va rencontrer notamment 2 personnages, 2 femmes qui vont essayer de l'aider, qui vont être des personnages très importants, et je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un livre qui réserve quand même pas mal de surprises, et autant que vous les découvriez par vous-même. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré cette espèce de noirceur, mais aussi cette
cet imaginaire de la forêt, cet imaginaire autour des bêtes, de la sauvagerie. J'ai trouvé que c'était super bien fait, d'autant plus que ça répond à notre personnage est noir. D'ailleurs il y a tout un propos aussi sur le racisme que je vous laisse découvrir là aussi parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vraiment la thématique du racisme et de la couleur de peau, des discriminations est centrale. Mais oui, je disais donc tout cet imaginaire de la bête, de la sauvagerie répond à tous ces stéréotypes et ces insultes qu'on peut faire aux personnes noires, et en même temps cet imaginaire fait écho à d'autres choses que je peux pas vous dire mais qui ont un côté un petit peu science-fiction que j'ai adoré et que j'ai trouvé super original. Enfin de manière générale c'est un roman qui est vraiment extrêmement original, qui a des partis pris très forts, qui a des images très fortes, qui a un imaginaire très fort, et je pense que ça plaira pas à tout le monde. C'est ce genre de roman qui est tellement original, tellement particulier que bah soit on rentre dans le délire de l'auteuriste, soit on rentre pas, et si on rentre dedans bah comme je l'ai fait c'est vraiment une lecture incroyable. Et si par malheur on est hermétique à cet imaginaire là, je pense qu'on abandonne assez vite notre lecture. Mais du coup, et d'autant plus parce qu'il est sorti en poche, je vous encourage à tester, à essayer cette lecture parce que vraiment c'était exceptionnel. J'ai adoré, il y a énormément d'émotions, il y a cette relation entre cette mère et ses enfants qui a quelque chose de très primitif et de très animal dans la manière dont elle veut les protéger, vraiment comme une louve va protéger ses enfants. C'est un roman en fait que je trouve passionnant parce que vraiment il fait écho à énormément d'imaginaire, à énormément de mythes, de légendes qui vont travailler cette proximité de l'humain et de l'animal et de l'animalité de l'homme. Mais vraiment il y a une richesse de l'imagerie dans ce roman, il y a une originalité des points de vue, enfin c'était vraiment très bien. J'ai adoré aussi le personnage de Verne qui est un personnage de révolté dans l'âme, c'est vraiment un personnage qui ne transige pas, qui est vraiment brutal, qui est même parfois dérangeante dans sa brutalité et dans son animalité. Et encore une fois, un petit peu comme ce roman là, c'est des romans qui sont tellement étranges que c'est assez difficile de vous en faire une chronique. Alors ensuite, L'Hôtel de verre de Emily St. John Mandel aux éditions Rivage. C'était très particulier là encore, mais je dois dire que j'étais un petit peu déçue puisque j'avais eu un tel coup de cœur pour le roman post-apo Station Eleven de la même autrice que je m'attendais à quelque chose d'autre, et en fait c'est un roman qui est très atypique. Alors déjà j'ai été un petit peu étonnée parce que au vu du résumé, en fait le résumé je vais vous le dire, je vais vous le lire même, ça ira plus vite. Et si vous avaliez du verre brisé? Comment cet étrange graffiti est-il apparu sur l'immense paroi transparente de la réception de l'hôtel Cayette, havre de grand luxe perdu au nord de l'île de Vancouver? Et pourquoi précisément le soir où attend le propriétaire du lieu, le milliardaire américain Jonathan Al-Caïd? Ce message menaçant semble lui être destiné. Ce soir-là, une jeune femme prénommée Vincent officie au bar. Le milliardaire lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie. D'autres gens comme Léo Prévent, cadre d'une compagnie maritime, ont eux aussi écouté les paroles d'Al-Caïtis dans ce même hôtel, et ils n'auraient pas dû. Donc voilà pour le résumé. On va donc suivre plusieurs personnages et notamment cette jeune femme qui est donc Vincent, qui va se retrouver lié à ce personnage de milliardaire, mais on va aussi suivre son frère. On va aussi suivre des événements dans leur jeunesse, mais globalement on va graviter autour de ce personnage là, et on va aussi graviter autour d'un lieu qui est donc cet hôtel. Et en fait je sais pas pourquoi mais je m'attendais à un huis clos, je m'attendais à ce qu'on soit tout le temps dans cet hôtel et qu'il y ait une espèce de tension dans un registre un petit peu plus thriller. Bah c'est pas du tout ça. On a un registre assez sombre, assez mélancolique. On suivre ces personnages dans des trajectoires croisées. Et je dois dire que globalement c'est un livre qui est pas désagréable à lire, mais ça manque vraiment d'intensité je trouve, ça manque d'enjeu, ça manque de tension, ça manque probablement je sais pas d'une intrigue, et il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la construction narrative. Il y a une espèce, il y a des échos, il y a des espèces de choses, même un petit peu on flirte peut-être avec le fantastique. Une lecture assez étrange, et même si j'ai plutôt pris plaisir à lire, je dois dire que je ne sais pas quoi en penser. Alors c'est pas que j'en ai rien retenu, mais je sais pas quoi en retenir. Tout le long du roman je savais pas où on allait, et une fois que je l'ai terminé j'ai été ah bon bah du coup c'était tout, c'était ça l'histoire. Bref je sais pas trop quoi en penser. Par contre je suis très curieuse du prochain roman de l'autrice qui s'appelle donc La Mer de la Tranquillité, et ce coup-ci un roman de science-fiction avec des histoires de voyage dans le temps. Pas vraiment la suite de celui-ci, mais on va se situer au même endroit puisqu'on va se retrouver à nouveau au nord de l'île de Vancouver. Au tome 2 on va donc accentuer ce côté imaginaire qui est un peu présent dans le tome 1 mais de manière assez mystérieuse. Voilà pour cette lecture. Ça fait vraiment longtemps que je parle et j'ai très faim, mais c'est pas tout pour ma lecture, donc on va continuer. Alors j'ai aussi lu le 4e tome de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers, donc le 4e tome La Galaxie vue du sol aux éditions La Talent. J'adore la couverture, j'adore cette autrice, j'adore cette saga et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome là, même si je trouve que par rapport au tome précédent on manque quand même de science-fiction. C'est qu'on va se situer sur une auberge sur une planète désolée, mais il se trouve qu'elle se trouve au croisement de plusieurs couloirs de navigation, donc c'est devenu un point de chute assez intéressant pour les grands voyageurs de vaisseaux spatiaux. Et donc on va suivre des personnages issus chacun de plusieurs peuples aliens qui vont justement se poser sur cette planète et qui vont réserver tous dans la même auberge et qui vont donc se croiser à cette auberge, se rencontrer, et il va y avoir forcément des rencontres, et ça va être l'occasion de découvrir qui
qui ils sont, d'où ils viennent. Et en fait il va y avoir un événement assez catastrophique qui fait que tous ces personnages vont se retrouver coincés au sol dans cette auberge et ça va être l'occasion de faire encore plus connaissance. Il va y avoir des tensions parce que forcément c'est plusieurs peuples aliens qui n'ont pas forcément l'habitude de cohabiter les uns avec les autres. On va être très centré sur voilà les relations humaines, cette idée de tolérance à l'égard de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui nous est étranger. Et toujours avec Becky Chambers on a vraiment des propos autour de la bienveillance, de la tolérance. Il y a des choses qui sont vraiment très émouvantes puisque ce sont des personnages qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam qui vont se rencontrer et qui vont devoir faire preuve de solidarité, qui vont devoir s'ouvrir les uns aux autres. Et c'était très beau, c'était très doux, c'était très touchant. Mais par contre de mon point de vue ça manquait vraiment de science-fiction, ça manquait d'innovation, de cet imaginaire de science-fiction que j'avais pourtant beaucoup aimé avec les avec les 3 précédents tomes de la saga. Là vraiment le côté science-fiction disparaît presque totalement, mis à part que ce sont des aliens. On est vraiment beaucoup plus sur une métaphore de différentes cultures, différentes civilisations qui se rencontrent, qui doivent apprendre à échanger, à vivre ensemble. C'est un tome qui contraste pas mal je trouve avec les précédents, qui est beaucoup plus dans l'esprit de les trucs, les moines et les recyclés sauvages, là je sais plus, histoire de moines et de robots. On est beaucoup plus sur ce registre là, sur cette tonalité là, alors que sur les tomes précédents j'ai trouvé qu'il y avait un vrai propos science-fiction, prospection sur l'avenir, prospection scientifique, alors que là c'est quasiment pas le cas et j'ai trouvé que c'était assez dommage. Mais sinon très agréable à lire et avec toujours les beaux messages de paix, d'harmonie, de bienveillance de Becky Chambers, qui ont ce côté optimiste et positif que j'aime tant et qui font vraiment du bien à lire de temps en temps. Je pense que je lis toujours Becky Chambers à des moments où j'ai besoin de ce type de message là. Si je le lisais à d'autres moments je pense que je pourrais trouver son propos parfois un petit peu naïf, mais je le lis toujours à un moment où c'est ce que j'ai envie de lire, donc à chaque fois ça fait mouche et à chaque fois ça me touche particulièrement. Donc voilà pour cette lecture. Et ensuite je crois que je vais m'arrêter là. J'ai aussi lu d'autres trucs, j'ai lu 2 essais et 2 BD, mais en fait j'ai la flemme de vous en parler maintenant parce que ça fait quand même un bon moment déjà que je vous parle. Donc ce que je ferai c'est que j'intégrerai ces autres lectures à une autre vidéo, je sais pas comment je me débrouillerai. J'aurai le moyen de vous en parler plus tard, et si c'est pas le cas et vous voulez quand même savoir ce que j'en ai pensé, je vous invite à aller me suivre sur Goodreads puisque je mets à jour assez régulièrement mon profil. Je suis pas forcément très présente en ce moment sur Instagram et sur YouTube, mais par contre je lis pas mal, donc si vous voulez savoir un petit peu ce que je lis et ce que je pense de mes lectures, et bah ça se passe sur Goodreads en ce moment parce que c'est là que je suis la plus régulière et que voilà je mets à jour assez quotidiennement. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire mes coups de cœur et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.